Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Caroline Rivera, je suis chirurgien thoracique au centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne et on travaille dans l'équipe avec Florence Mazer qui est ma collègue chirurgien thoracique également et on fait pas mal d'échos grâce à Sophie Schneider qui est donc pneumologue chez nous et qui nous a formés à l'échographie. C'est comme ça que l'aventure a démarré pour nous sur l'écho. Le propos de ce soir, c'était de vous présenter quelques cas, en fait plutôt quelques essais que nous avons faits d'échographie péropératoire pour repérage des nodules pulmonaires de petite taille. Et notre idée était d'évaluer la faisabilité en chirurgie mini-invasive. Le rationnel de tout ça, c'est de dire que à présent, on est à l'âge de la chirurgie mini-invasive, compte tenu de l'effondrement de la morbimortalité que nous avons gagné grâce à la chirurgie mini-invasive. Bien entendu, la thoracotomie, elle est plus réservée qu'aux tumeurs très volumineuses ou aux tumeurs proximales qui pourraient être difficiles à dégager en chirurgie mini-invasive. L'autre point important, c'est que bien sûr, ces nodules infracentimétriques sont une problématique grandissante, sauf que pour nous, en chirurgie mini-invasive, ils sont parfois non visibles, on va en rediscuter, et en tout cas, très certainement non palpables. Et ça va être une problématique de plus en plus présente pour nous, notamment avec les dépistages qui se met en place en France progressivement sur certains centres, et puis je l'espère sur l'ensemble. Donc, on est passé d'une chirurgie ouverte, où on pouvait palper à pleine main le parenchyme pulmonaire, aux techniques mini-invasives, soit la vidéothoracoscopie, soit la chirurgie robot-assistée, mais que ce soit l'une ou l'autre, eh bien, on a perdu la palpation du parenchyme pulmonaire, d'où cette question cruciale pour nous, comment faire pour réséquer un nodule qui est non visible, non palpable. Le plus souvent, il s'agit de nodules infracentimétriques. À l'heure actuelle, comment on peut faire? Il existe des techniques de repérage et de marquage, soit les techniques sous contrôle scanographique, que ce soit par injection d'un colorant ou par positionnement d'un coil, qui permet au chirurgien d'avoir une vision, une localisation de la zone du nodule et de réséquer cette zone ciblée par le repérage. Il existe également des techniques d'endoscopie, soit en électronavigation, soit en mini-sonde endobronchique avec un marquage à l'aide d'un colorant. C'est à Bayonne, en tout cas, ce qu'on utilise comme technique pour ces nodules infracentimétriques, notamment pour les nodules en verre dépoli. On utilise cette technique avec un marquage au bleu et en fluorescence. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut faire autrement? Parce que toutes ces techniques ont pas mal d'inconvénients. Le principal, à mon sens, c'est le problème organisationnel. C'est très chronophage d'arriver à coordonner le radiologue qui fait le marquage, suivi de la disponibilité de la salle au bloc opératoire, si possible avec le robot, la bonne date, le bon jour, avec le radiologue qui sait faire le repérage par le coil, par exemple, avec sinon l'infirmière d'endoscopie disponible pour faire le marquage au bleu et la pneumo qui se lève un peu plus tôt ce matin-là. Donc tout ça, ça consomme pas mal d'énergie en termes d'organisation pour pouvoir être mis en place. Donc à petite échelle, ça va, mais à grande échelle, c'est plus compliqué. Ça a un coût, bien évidemment, parce qu'il faut s'équiper du matériel, il faut avoir le plateau technique. Alors, si on a une salle hybride au bloc, c'est super, mais si on n'a pas de salle hybride, c'est assez cher de mettre en place une salle hybride dans un bloc opératoire. Et puis, la plupart de ces techniques, en dehors du marquage en mini-sonde, sont des techniques irradiantes. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on peut trouver autre chose? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver une alternative pour la détection de ces nodules pulmonaires que j'ai appelés non visibles, non palpables, et qui soit possible en chirurgie mini-invasive. Et le pompon, ce serait qu'on arrive à trouver une alternative qui, en plus, soit plus simple, plus rapide, moins coûteuse et, si possible, non irradiante. Donc, quand on dit plus simple, plus rapide, moins coûteux, non irradiant, on pense à l'écho. Notre propos, ça a été d'évaluer la faisabilité du repérage échographique péropératoire. Donc, je ne vais pas trop vous parler de la performance d'une telle technique ce soir, c'est plutôt pour vous montrer quelques essais que nous avons réalisés. Donc, avant de se lancer, évidemment, on a regardé un petit peu ce que faisaient les copains. On a trouvé un premier travail sur une étude canadienne et japonaise en collaboration qui a été faite sur des cochons
un matériel que vous reconnaissez tous, je pense, qui a été légèrement détourné pour essayer de trouver des nodules pulmonaires. Donc, ça donne ce type d'image, mais les auteurs disent clairement que ce n'est pas si pratique de mettre un écho-endoscope dans un orifice de thoracoscopie et que la souplesse et la maniabilité fait que ça amène quand même une certaine limitation technique pour explorer une cavité pleurale en thoracoscopie. Donc, on a regardé ce que faisaient les Allemands. Donc, nos amis allemands, bon, ils nous ont proposé une technique en chirurgie ouverte, comme ça, on a dit non, non, la thoracotomie, ça ne nous intéresse pas. Et on a regardé ce qu'ils proposaient en chirurgie mini-invasive, et on s'est dit, ah, là, c'est peut-être un peu plus intéressant. Ils proposent de mettre un écholaparoscope au travers de l'orifice de thoracoscopie pour pouvoir venir examiner le parenchyme pulmonaire, le médiastin, ils font plein de choses avec. On s'est dit, ça peut être peut-être pas mal, notamment un exemple qu'ils ont publié avec ce nodule, qui, comme vous le voyez, est quand même petit, infracentimétrique, qui a l'air assez profond, mais en réalité, il y a une petite astuce, c'est que ce nodule, quand on essaie de le détecter au niveau de la suissure, eh ben, il est tout de suite moins profond, donc une faisabilité qui est meilleure. Bien sûr, moins il y a d'épaisseur de parenchyme, plus le nodule va être facile à repérer en écho. Et ce type d'image qu'on a trouvé dans cette publication allemande. On s'est dit, on va chercher un petit peu plus, et on a trouvé un travail qui nous a beaucoup inspiré, qui est le travail de l'équipe de Lieberman. Ils ont essayé cette technique sur 45 patients. C'est 4 chirurgiens thoraciques différents qui n'avaient pas de formation spécifique en échographie et qui ont utilisé un écholaparoscope que vous voyez sur cette photo. Donc, c'est une sonde d'échographie qui est souple au bout avec une angulation possible. Ils obtiennent ce type d'image avec, vous voyez, je vous ai mis les coupes de scan correspondantes pour que vous ayez un ordre d'idée des nodules qu'ils ont réussi à repérer grâce à l'écho-laparoscope. Et on s'est dit, ah, c'est intéressant, c'est bien ça ce qu'on aimerait faire et pouvoir repérer. Ce travail, il nous a d'autant plus intéressés qu'en fait, c'est un travail très réaliste parce qu'ils ont comparé l'écho péropératoire à ce dont dispose le chirurgien au quotidien dans la vraie vie. Comment fait le chirurgien pour trouver un nodule s'il n'a pas de repérage ou de marquage avec un coil, un colorant? Eh bien, il se débrouille comme il peut, c'est-à-dire que petit 1, il a le contrôle visuel, donc il va scruter avec la caméra la surface du parenchyme. On essaie de trouver une petite ombilication de la plèvre viscérale, un petit bombement. Donc moi, je dis à mes internes, il faut apprendre à palper avec les yeux. Donc il faut regarder très attentivement, déplacer un peu le parenchyme pour voir une piste où on pourrait identifier le nodule. Vous imaginez bien que s'il est profond et bien limité, le contrôle visuel, ça ne marche pas très bien. L'autre option, c'est la palpation aux instruments, c'est-à-dire qu'au travers des orifices de thoracoscopie, avec une pince, comme une pince de Célio, hein, on vient caresser la surface du parenchyme pour essayer de sentir un petit ressaut, une petite irrégularité. Mais il faut bien garder en tête que ces pinces, elles mesurent une quarantaine de centimètres et elles mesurent 5 mm de diamètre. Donc la sensibilité qu'on peut avoir en palpant aux instruments le parenchyme pulmonaire, elle est assez limitée. Il faut que le nodule soit vraiment très induré et pas tout petit et pas trop profond. Et puis, la dernière option, c'est quand on n'arrive vraiment pas à trouver ce nodule, on finit par mettre le doigt, généralement l'index parce que c'est celui avec lequel on a une meilleure sensibilité, au travers du trou de thoracoscopie, et puis à bout de doigt, comme ça, on essaie de palper la surface du poumon. Alors, sur les très grandes cavités pleurales, c'est difficile parce que le doigt, il n'est pas assez long. Et puis, on essaie de sentir, mais là encore, on palpe à bout de doigt, donc ce n'est pas du tout comme une palpation de parenchyme à pleine main quand on est en thoracotomie. Ça, c'est un peu se débrouiller avec les moyens du bord, et c'est ce qu'on faisait tous jusqu'à présent pour essayer de trouver ces nodules en chirurgie mini-invasive. Et dans ce papier, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont comparé l'association de ces 3 astuces à l'exploration grâce à l'échographie péropératoire. Et là, on s'est dit, quand même, ça fait une belle différence en termes de résultats, ça vaut le coup d'essayer, ce d'autant que passer du temps à faire ces 3 petits points que je vous ai décrits, l'heure tourne, ça prend du temps. Alors, au-delà du fait que le chirurgien n'est pas très, très patient et il s'agace vite quand il ne trouve pas le nodule pulmonaire,
On sait que plus une intervention chirurgicale dure longtemps, plus le patient se refroidit, plus il y a de risque d'infection nosocomiale, etc. Donc, tout ce qui permet de réduire la durée d'une intervention chirurgicale est pertinent, d'où l'intérêt d'essayer d'utiliser l'échographie péropératoire. Pour faire ces essais, comment on s'est débrouillé? On a commencé par se renseigner sur le matériel qui pouvait être disponible et les solliciter à l'essai avant, bien sûr, un investissement définitif, en sachant qu'on est un centre hospitalier de moyen volume. Donc, on a fait le choix de monter un projet pluridisciplinaire et le matériel, donc on l'essaie en chirurgie thoracique, mais mes collègues chirurgiens viscéraux l'essaient également pour repérer, pour faire des hépatectomies, voire faire de la RF PEROP en célioscopie grâce au même matériel. Et puis, les urologues sont intéressés pour les néphrectomies partielles. Donc, c'est un matériel qui serait à la disposition de l'ensemble des spécialités chirurgicales de l'établissement. Donc, c'est pour ça qu'on a exploré plusieurs pistes. Le matériel pour la chirurgie robot assistée, c'est ce type de sonde. Donc, c'est des sondes d'échographie miniaturisées avec un câble qui est très souple, qu'on peut introduire au travers du trocar de chirurgie robot assistée avec le capteur qui est dessous, et puis une petite encoche que je vous montre là sur la diapo qui permet d'attraper la sonde avec la pince de chirurgie robot assistée pour la manipuler à l'intérieur de la cavité pleurale. C'est une sonde qui est très petite, qui mesure 8 par 10 mm, donc la surface à explorer est quand même, la surface explorable, on va dire, est très réduite. Pour ce qui est de la vidéothoracoscopie, on a utilisé des écholaparoscopes, actuellement déjà pas mal utilisés par les chirurgiens viscéraux dans d'autres centres, donc on a un peu détourné le matériel des chirurgiens digestifs. Et puis on a essayé plusieurs modèles, le principe est le même, c'est articuler, on peut l'articuler, le courber au bout pour le déplacer à la surface du parenchyme pulmonaire. Et là, c'est des sondes dont les capteurs sont plus grands, mesurent de l'ordre de 10 par 30 mm. Et en réalité, pour nous, quand on explore une surface du parenchyme, la différence entre les deux est énorme. Le temps qu'on passe à explorer du parenchyme avec une sonde qui fait 1 cm n'est pas le même que quand la sonde fait 3 cm. Bien sûr, on couvre une surface beaucoup plus importante avec les écholaparoscopes qu'avec la sonde d'écho de chirurgie robot assistée. Alors, à quoi ça ressemble? Nos petits essais. Notre premier cas, c'est un essai qu'on a fait en chirurgie robot assistée. On s'est dit, il faut qu'on commence facile, parce que si on prend un nodule trop petit et qu'on n'arrive pas à le trouver, on va être un peu dans les soucis. Donc, on a pris un nodule relativement gros. Vous voyez qu'il est supracentimétrique, il mesure 1,3 cm de grand axe. Et puis, on l'a choisi sissural pour pouvoir avoir une chance de mieux le repérer dans la cavité pleurale. Donc ça, c'est le type de sonde de chirurgie robot assistée qu'on a essayé. Vous voyez ici une image de l'intervention chirurgicale. Donc on tient la sonde d'échographie avec une pince de chirurgie robot assistée grâce à la petite encoche qui existe. Pour bien situer tout le monde, là le patient il est couché en décubitus latéral gauche. Donc on a ici le lobe supérieur droit, là le lobe inférieur droit et le lobe moyen vers l'avant. Les petites poupées blanches là que vous voyez qui sont tenues par les autres instruments, c'est des petits tampons doux ficelés qui nous servent à manipuler le parenchyme pulmonaire pour ne pas le blesser, pas l'abîmer pendant qu'on réalise l'exploration. Et puis, on va venir, comme on voit sur cette photo, caresser la surface du parenchyme pulmonaire avec la sonde d'échographie et rechercher le nodule. La photo que vous voyez là, c'est la vision qu'a le chirurgien dans la console de chirurgie robot assistée, sauf que le chirurgien voit l'image que vous voyez en 3 dimensions. Donc la sensibilité visuelle, elle est un petit peu augmentée, améliorée par le fait que c'est de la 3D. Et incrusté dans l'image de la console, le chirurgien voit le petit encart que vous voyez en bas, qui est l'image d'échographie. Donc, il voit en permanence le champ opératoire et l'image d'écho juste en dessous. Et donc, à force de chercher, on savait quand même que le nodule était dans la scissure, donc on a été explorer dans la scissure et on retrouve cette image que vous voyez en bas de l'écran qui représente le nodule pulmonaire qu'on recherchait.
Si on le zoome un petit peu plus, je vous mets les images en plus grand, ça donne ce type d'image avec un renforcement postérieur et des mesures qui correspondent à ce qu'on recherchait au scanner, donc c'est bien notre cible. Bon, comme en échographie, souvent il y a des petits mots sympas pour décrire les images. Nous, on s'est dit que ça ressemblait un petit peu à des marches d'escalier sur certaines vues. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième, là aussi, on a pris un nodule facile, assez gros. Pourquoi celui-là? Parce qu'en fait, on avait le matériel à disposition ce jour-là dans notre institution en prêt. Donc, on s'est dit, on a le matériel, super, on va le stériliser et on va faire un essai pour se faire un petit peu l'œil aux images échographique qu'on cherche à obtenir en cherchant des nodules. Donc là, c'est une image obtenue avec un écho-laparoscope. Vous voyez que la qualité de l'image est superbe. C'est une image très hypoéchogène. En fait, le nodule était en partie nécrotique, donc ça correspond bien à l'image qu'on obtient et toujours ce renforcement postérieur avec au pourtour du parenchyme bien atélectasié. Le troisième cas, là, on s'est dit, cette fois-ci, on rigole plus, on va vraiment essayer de trouver le type de nodule qu'on aimerait trouver grâce à l'échographie. Et là, c'est le dossier d'une patiente aux antécédents de cancer de l'endomètre, traitée en 2019, une patiente non fumeuse, un nodule infracentimétrique, qui, en tout cas pour mes radiologues à Bayonne, n'est pas accessible à une ponction biopsie sous scanner, et puis non accessible non plus en mini-saude endobronchique parce que trop périphérique et puis pas de signe de la bronche. Je vous ai mis que cette coupe-là, mais effectivement pas d'accessibilité à une biopsie. Donc quand c'est comme ça, on demande toujours au chirurgien « tu peux pas essayer de l'enlever ?» Donc on se dit « oui, nous on adore enlever des nodules, mais encore faut-il arriver à le trouver ». On a pris une petite mesure pour se donner un ordre d'idée de la profondeur de parenchyme. Donc, bien sûr, c'est une mesure poumon ventilé, mais on avait ces 15 mm quand même d'épaisseur et puis un nodule de 7 mm. On s'est dit, bon, ça c'est un bon test. Autant vous dire que quand on est dans ce type de situation, les techniques, on va dire, de grand-mère, qui sont des techniques de débrouille, le contrôle visuel, la palpation avec les instruments ou la palpation à bout de doigt, ça ne marche pas. On peut mettre ça à la poubelle. Le nodule, il est trop petit, trop profond. On n'arrivera pas à le repérer si on n'a pas un marquage préopératoire. Donc, on a tenté. On en a profité pour commencer à faire quelques images qui nous permettraient d'améliorer notre courbe d'apprentissage, donc des images de poumons aérés sur la gauche avec les artefacts attendus, et puis à droite une image d'une zone de parenchyme atélectasiée, qui bien sûr a un aspect complètement différent, et je vous ai remis l'écho-laparoscope qu'on a utilisé ce jour-là. Et puis, on a exploré le lobe supérieur gauche, on a passé notre écholaparoscope, on a regardé un peu partout pour essayer de voir s'il y a un endroit où on trouvait une modification de l'aspect échographique de ce parenchyme atélectasié. Et puis, effectivement, on a remarqué une petite zone. Alors, on a essayé de zoomer, on s'est rapproché. Et en fait, on a retrouvé le même type d'image avec le renforcement postérieur et puis un tout petit peu cet aspect que nous, on a appelé en marche d'escalier. On a mesuré la zone où on a détecté cette anomalie. Ça correspondait bien à la zone anatomique du scanner et puis ça correspondait bien aux mesures du nodule. Donc, on a fait une résection de cette zone-là, une exérèse atypique. Comme évidemment, on voulait vérifier ce qu'on avait fait, on a ouvert la pièce, donc on a tranché au bistouri froid la pièce opératoire pour vérifier la présence du nodule attendu. Donc, vous le voyez là, c'est la petite zone un petit peu blanchâtre. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais je vous ai mis une petite flèche. Et là, n'a pas de définitive, c'était ce qu'on attendait, c'était bien une métastase de son cancer de l'endomètre, métastase qui était unique, donc un bon service rendu pour la patiente. Donc, ces premiers essais, finalement, nous, on les a trouvés encourageants. On s'est dit, on arrive quand même à voir des choses, ça se manipule facilement. Les sondes d'écho-laparoscopie ne sont pas hors de prix, on pourra en rediscuter si vous voulez, mais bien entendu, on n'a pas encore
on ne s'est pas encore lancé dans une étude pour évaluer la performance de cette technique, mais en tout cas, on s'est dit, ça a l'air faisable, ça vaut le coup de poursuivre nos essais. Voilà, merci beaucoup, j'espère que ça vous a intéressé, et puis je répondrai bien sûr avec plaisir à toutes vos questions. Magnifique, impressionnant. Donc, bien sûr, pour tous ceux qui ont le teaser, vous avez vu ce qui nous manquait, c'était la paroi thoracique, parce qu'on est directement dessus. Alors, ce que tu n'as pas mis là, mais que tu m'avais dit, c'est que cette patiente, tu l'as opérée quasiment, pas en ambulatoire, mais 24 heures après, elle avait quand même 77 ans, c'est ça? Oui, en fait, ces exérèses atypiques de nodules de petite taille, ça représente un tout petit volume de parenchyme réséqué. Ouais. C'est négligeable. Donc, en réalité, c'est des patients, généralement, qu'on essaie d'opérer le matin. On fait l'exérèse atypique. On laisse en fin de procédure un drain pleural en place. Et une fois le patient extubé, on dédraine les malades. Et donc, en fait, les jeunes dynamiques sortent le soir même. Ceux qui sont un peu plus âgés ou un peu plus fragiles sortent le lendemain matin, parce qu'on est peut-être encore un peu frileux pour les faire tous en ambulatoire. Mais voilà. Et comme on réalise pendant l'intervention chirurgicale, en plus de l'anesthésie générale, en fait, on fait une anesthésie loco-régionale, ce qui fait que les patients, en fait, sont toujours sous l'effet de l'ALR quand on enlève le drain pleural et ne ressentent aucune gêne ni du drain ni de l'ablation du drain, et ils sont en pleine forme. Donc, en fait, ils restent moins longtemps que pour une biopsie sous SCAT. Je fais ma pub en même temps. Non, mais tout à fait. Non, ça, c'est absolument, absolument remarquable. Sur l'ALR, c'est sur le bloc du serratus ou c'est sur une ALR rachidienne? Quand c'est comme ça, une ALR one-shot, on fait un double bloc. On fait le serratus et le paravertébral. D'accord. On fait 20 cc de naropéine 2 en serratus et 20 cc en paravertébral. Et voilà. Impressionnant. On fait par contre des lobectomies pulmonaires, des choses comme ça, on laisse un cathéter paravertébral pour 2-3 jours. Quoi. Très intéressant en tout cas. Je sais qu'on a encore eu la discussion hier sur les petits nodules, à demander au radiologue de pouvoir les marquer avant que les chirurgiens y aillent, alors que je transmette les techniques. Ah oui, je pense que ça peut les intéresser. Non, c'est super, c'est vraiment impressionnant. Je pense qu'on va en avoir besoin de plus en plus, parce que c'est vrai qu'on nous sollicite de plus en plus pour ces petits nodules qui sont quand même une vraie problématique. Il faut arriver à les trouver. Sinon... Et là, ça t'a pris du temps finalement de rechercher les petits nodules lobaire supérieur? Tu disais qu'il y avait ce risque avec passer du temps à... Le dernier cas, on a pris un petit peu notre temps parce que du coup, on a fait des images, des photos, le parenchyme aéré, le parenchyme atélectasié. Donc, c'est sûr qu'on a pris un petit peu plus de temps parce que c'était un essai. Mais à partir du moment où vraiment on a commencé à passer la sonde pour dire, maintenant, il faut trouver le nodule, on l'a trouvé en une dizaine de minutes à peu près, en sachant qu'on est expérience zéro, quoi. Ouais, sur le premier. Donc, ça fait vraiment gagner du temps. Et puis surtout, là, celui-là, on ne l'aurait pas trouvé autrement. Il n'y avait vraiment aucune démarcation, il n'était pas palpable. On ne peut pas mettre le doigt jusqu'au lobe supérieur droit, ça ne marche pas. Donc, non, c'est une magnifique image. Et puis, vraiment, ça ouvre des perspectives. Là. En effet, Sami Lashkar, qui est un grand défendeur de toutes les techniques monoscopiques pour aller marquer le nodule en préopératoire, il a du souci à se faire. Il va vraiment falloir qu'il se mette à l'écho, lui aussi. En fait, je pense que au fur et à mesure, on va affiner les indications. C'est-à-dire que je pense que les nodules solides, l'écho, ce sera super. Et les nodules en verre dépoli, nous, on n'a pas encore essayé de regarder des nodules en verre dépoli comme ça en direct, mais ils risquent d'être quand même plus difficiles à trouver. Et dans ce cas-là, les techniques de marquage, donc nous, on fait le marquage au bleu comme Sami, on en est hyper content. Et je pense que ce marquage au bleu, on continuera de l'utiliser sur les nodules en verre dépoli. Mais c'est sûr qu'à organiser, c'est plus... il faut plus se coordonner, le matériel, ça prend un petit peu plus de temps. Alors, c'est toujours beaucoup plus rapide que de marquer le truc par les radiologues, en tout cas chez nous. Mais... Je sens que les verres dépolis, c'est quand même pas toujours évident, même en mini-sonde. ouais. D'ailleurs, c'est une petite réflexion sur la terminologie. En fait, quand on parle de poumon atelectasié, nous, on a tendance à garder le terme d'atelectasie quand il y a vraiment le syndrome alvéolaire. Ah oui. Et en fait, là, on voit bien quand tu appuies avec la sonde que c'est l'aspect qu'on appelle tempête de neige du poumon qui, justement, perd son volume.
mais qui Oui. n'est pas encore une structure tissulaire. Donc, c'est en fait le côté, entre guillemets, préatelectatique. Et Oui. en fait, cet aspect tempête de neige, c'est ce que tu verrais avec un nodule en verre dépoli. C'est pour ça que ce sera difficile de faire, parce que Ça fait la différence. quand tu affaisses le poumon, tu ne pourras plus faire la différence. Ouais. Nous, en écho, entre le verre dépoli et le parenchyme normal, tu peux faire la différence justement entre ces deux premières images, entre ce qui est que de la ligne A par rapport au côté tempête de neige, le truc très, très brillant. Et c'est vrai que le terme atelectasie, quand tu l'avais mis sur tes premières diapos, moi, ça m'embête un tout petit peu d'utiliser ce terme qui est utilisé pour quelque chose d'autre en écho. Donc, pour nous, ce serait plus un aspect préatelectatique, c'est-à-dire avec la perte de volume qui fait que tu as une augmentation de la brillance globale, et qui n'a pas encore le côté atelectasie, vu que tu ne vois pas le parenchyme lui-même. Ouais, c'est un petit détail, mais c'est… C'est-à-dire que nous, on a ce que nous, on appelle du poumon non ventilé, mais régulièrement, on a beaucoup d'air trappé dans ce poumon non ventilé. Et donc, quand il y a beaucoup d'air trappé, là, c'est sûr qu'on est gêné. Et donc, c'est ce que j'ai appelé le parenchyme aéré, c'est-à-dire, ce n'est pas un poumon ventilé, mais c'est un poumon dans lequel il y a encore de l'air qui est trappé. D'ailleurs, ça fait penser assez rapidement que si tu as un patient emphysémateux avec un nodule qui reste, tu auras probablement beaucoup de mal à effondrer le poumon pour aller voir ton nodule. Ouais. L'avantage de la sonde d'écho, c'est qu'on peut faire des petits mouvements comme ça là, pour un peu chasser l'air du parenchyme quand on est à l'intérieur. Ça prend un petit peu plus de temps, bien sûr, que quand le poumon est complètement déflaté, mais on peut effectivement tasser un peu le parenchyme pour mieux l'explorer. C'est absolument super. Et tu sais s'il y a d'autres centres qui ont déjà été essayés de l'écho-pérope chirurgicale thoracique? Alors, oui, mais alors, pas dans cette indication-là. J'ai pas mal de confrères qui l'utilisent notamment pour vérifier le positionnement des trocars avant de les mettre sur les pleurésies cloisonnées, ce genre de choses. Ça, c'est en écho externe. C'est ça. Mais en ils écho, font ça au bloc opératoire. ouais. Donc, bon, nous, on Mais considère en qu'à écho partir du moment où le bloc, péropératoire c'est sur du un pérope. écho endocavitaire. Mais ce n'est pas très développé une fois Tout ça pour te l'incision dire, faite. tu es vraiment, c'est une première en France, à Bayonne. Je crois que oui, mais on a pompé des Canadiens, hein, vous avez vu ça. Mais on s'en fiche des Canadiens. C'est une première en France, Caroline. Quand même, le GECO, les staffs du GECO vous permettent d'être au top et au summum de la modernité de l'échographie. Merci, Caroline. Avec plaisir.